Donc, vous assurez, Delphine Delange, des formations qui consistent simplement, je vais un peu exagérer, qui consistent à acquérir un savoir, qui implique aussi de savoir les utiliser, ces savoirs, de savoir interpréter et de savoir trouver en soi une capacité d'en tirer le meilleur. Je sais pas. Oui, c'est surtout des outils. Oui. C'est Donc, des outils. Les consultants qui viennent à ma rencontre sont des gens qui ont envie d'apprendre à tirer les cartes, aussi bien avec le tarot qu'avec des oracles, donc les formations sont différentes, et également la numérologie, qui c'est quelque chose d'assez structuré. Tous les cours de toute façon doivent être structurés, car je pense que la voyance, les arts divinatoires en règle générale, ce n'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de fun, c'est quelque chose qui doit être sérieux. malgré le nom du jeu. Exactement, mais c'est quelque chose qui doit être sérieux et pas pris à la légère. Et je pense que beaucoup de gens sont désireux d'apprendre, ne sont pas forcément habiles avec des livres et ont envie de pratique. Et moi aujourd'hui, pour les oracles... Un enseignement oral ou un enseignement écrit? Alors, c'est un enseignement oral et je leur donne un support. C'est bien, l'enseignement oral, c'est ça. Oui, dans le support, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'écrire tout ce que je dis. Je le fais pour les oracles et pour la numérologie. Ça leur permet de m'écouter et on est en interaction ensemble. Je veux dire, j'écris, je suis avec eux, je les accompagne, on fait des essais, on fait de la pratique. C'est important qu'ils s'essayent durant la formation pour voir s'ils ont bien compris, s'ils ont bien assimilé. Ça se passe plutôt bien, je dirais qu'on est dans une bonne ambiance. Un petit groupe? On est sur un groupe de 6 à 8 personnes au maximum. C'est sur Saint-Maur-des-Fossés ou c'est un peu plus loin? Alors c'est sur Saint-Maur-des-Fossés. Ensuite, il m'arrive parfois d'aller en province pour un groupe de 4 à 6 personnes. Donc déjà, la question c'est il y a des personnes qui sont en demande. Il y a des personnes qui sont en Ce ne sont pas forcément des clients, ce sont forcément des gens qui voient une affiche. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a le bouche à oreille. Oui. Il y a ça déjà, le bouche à oreille. Il y a des consultants aussi qui viennent avec leurs propres amis, qui ne sont pas des consultants mais qui sont intéressés. J'ai par exemple des gens qui sont thérapeutes. Ce qui les intéresse, c'est voir le passé de la personne. Donc je vais leur apprendre avec un oracle en particulier qui est l'oracle lumière, où je trouve qu'on voit très bien le passé. Et c'est ça qui les intéresse. C'est pas forcément l'avenir. Ça peut être également des gens qui ont le sentiment que les chiffres leur parlent. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc on va étudier ensemble la numérologie. Donc il y a plusieurs types. Après il y a des consultants qui ont une fibre, qui ont vraiment le sentiment d'être connectés, je dirais, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et ils ont besoin de pratique. Et durant ces formations, on n'apprend pas juste une pratique, on apprend aussi à développer son troisième œil. Je les pousse à aller le chercher, à aller ouvrir ce troisième œil. Je leur dis, n'ouvrez pas vos livres. N'ouvrez pas vos livres. Qu'est-ce que cette carte vous dit? À quoi elle vous fait penser? Comme ça, sans réfléchir. Et on travaille ensemble. Vous voulez dire que par là, on n'a pas besoin de lire des livres qui nous disent ce que telle et telle carte signifie? Moi, je pense que les gens qui sont clairaudients et clairvoyants n'ont pas besoin. Maintenant, quand au début, ça rassure quand même d'avoir les livres. Donc, je les empêche pas d'aller chercher leurs livres. Mais je leur dis d'un premier abord, essayez de trouver tout seul qu'est-ce que veut dire cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous inspire. Et vous leur demandez au groupe ou à des personnes individuelles? Alors, souvent, c'est à des personnes individuelles. Et les autres écoutent. Donc, comme on n'est pas nombreux, ça se fait. On passe de l'un à l'autre. Oui, facilement. Il ne faut pas souffler. Non, on est sérieux. Mais après, chacun donne son avis et on réfléchit dessus. Il n'y a pas longtemps, il y a une de mes stagiaires qui voit une carte qui est dans l'oracle G qui est l'éléphant. L'éléphant représente plutôt la chance. Et pour elle, c'était un événement qui avait du poids, qui allait bien s'ancrer, qui est une approche plutôt feng shui en fait. Et c'est vrai que je n'y avais jamais pensé. Et je lui dis, mais gardez cette interprétation, même si c'est pas forcément l'interprétation première de la carte, c'est la vôtre. Et ce sont vos cartes. Oui, c'est une façon très dynamique d'enseigner. Ah oui, c'est très j'ai senti que votre formation, c'était pas simplement d'apprendre le b.a.-ba de la signification des cartes. Ça va au-delà. Mais vous avez affaire à des gens qui ont souvent des potentialités au départ déjà.
Oui et non. Il y a des gens, c'est des novices, ils ont envie de y aller. Ils ont le sentiment de ne pas avoir clairvoyance, de ne pas avoir clairvoyance, de rien ressentir. Eux, ce sont les plus tentés de lire les livres. Exactement, ils sont tout à fait tentés. C'est leur premier réflexe. Hein. Eux, mais je leur dis, écoutez, un bon cartomancien vaut mieux qu'un mauvais voyant. C'est pas forcément grave si vous n'avez pas le troisième œil qui se développe. Mais si vous êtes juste dans vos interprétations, vous aurez une réussite. Donc, mais il faut être juste sur le mot. Ça signifie que quand même, quelque part, ce qu'on dit sur les cartes dans les livres, c'est pas complètement faux. Ah non, bien sûr que non. Je veux dire, le livre que de la Gérard. signification des cartes du tarot, enfin, les légendes qui sont indiquées, c'est quand même quelque chose qui peut faire sens. Ah, puis complètement. Même si d'autres personnes dépassent ce stade-là. Complètement. Le but, c'est que la carte leur parle. Mais vous savez, quand elle leur parle, très souvent, elle tombe juste. Les cartes, elles sont très parlantes de toute façon. Bien sûr, bien sûr. On prend celle-ci, une élévation, une pyramide, on voit que la base est solide, on est sur quelque chose de stable qui s'élève vers le haut, c'est une belle carte de réussite. Les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Les pyramides, c'est solide, hein, ça fait quelques années que ça existe. Je veux dire, ça parle d'elle-même. Le but, c'est ça, c'est que les gens se posent la question et prennent du recul. Et ensuite, on va regarder le livre de M. Barbier qui a inventé l'horloger, tout à fait. Mais alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est que donc là, vous formez des thérapeutes. Alors, il y a de tout. Hein. Enfin, excusez-moi, vous formez des praticiens de la divination, enfin, on peut appeler ça comme vous voudrez. Mais ces personnes, elles vont avoir leur idée de ce que signifient les cartes, et après elles vont les faire tirer par le client. Alors, il y a deux types. Enfin, il y a des personnes qui viennent pour tirer les cartes pour elles-mêmes et que pour leurs amis. Et puis, il y en a d'autres qui viennent effectivement pour... ça leur sert d'un point de vue professionnel. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai quelques confrères, ou des personnes qui vont se lancer. Mais ce n'est pas la majorité donc, des finalement, stagiaires. C'est comme en astrologie, souvent c'est des gens qui apprennent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes et pour comprendre leur entourage. Oui, et pour capter leur voilà. Exactement. En fin de compte, c'est ça. C'est pour ça que ces écoles ne forment pas forcément beaucoup de professionnels. Non. Après, il y a des gens qui sont intéressés, des professionnels qui sont des médiums et qui n'utilisent pas la numérologie et sont intéressés pour apprendre la numérologie. Oui. Et là, je sais qu'ils vont s'en servir après dans leur pratique au quotidien. Et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est tant mieux. C'est un support tout à fait riche. Mais cela dit, Delphine, comment le respectez-vous que le tirage, alors le tirage, qu'est-ce qui déclenche le tirage? Je veux dire, quelle est la force qui fait qu'on va tirer une carte et pas une autre? Alors ça, c'est une vraie question, là, c'est un boom que vous me posez. Non, mais je veux dire, comment vous racontez ça à vos élèves, je leur explique. Quel discours vous tenez pour dire, voilà, on va tirer des cartes et puis ça va nous éclairer sur quelque chose? Je leur explique d'abord à bien poser la question, parce qu'une question bien posée amènera un tirage cohérent, ou en tout cas où l'interprétation sera exacte. Il n'y a pas de mauvais tirage, il n'y a que des gens qui savent mal interpréter. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc une question précise, on apprend à poser la question quand on fait des tirages à question précise. C'est pas... on pose la question à qui, à votre avis? Non, je veux dire, quand on pose une question et qu'on attend la réponse par le tirage, qui est-ce qui répond? Alors c'est votre main qui vous guide, hein, c'est la main. Mais qui est-ce qui guide la main? L'univers. L'univers, voilà. L'univers, on va dire, ou la source. Oui, c'est ça, c'est le mot qui est maintenant employé. On ne rentre pas trop dans les détails. Maintenant, il y a des gens qui disent des énergies même. Oui, bien sûr, on peut le qualifier comme ça aussi. Voilà, si on en a envie. Il y a des mots qui ne sont plus trop à la mode. Ah. Les esprits, les guides. Oh, quand même, les guides, les anges. En tout cas, l'autre jour, j'ai interviewé un monsieur qui me disait il n'employait plus le mot guide, il employait le mot les énergies. Il parle des énergies. L'univers, c'est pareil. En fait. On ne sait pas très bien. On parlait du soi, du cycle. Oui, la source. Vous pensez, qu'est-ce qui intervient à votre avis dans le fait que le client va tirer, notamment, que ces cartes vont répondre à la question qui se pose? Je pense que c'est le consultant lui-même qui les choisit. Hein. Ah oui, il les choisit. Je pense que c'est le consultant lui-même à un niveau subconscient, voilà. Effectivement. Pourquoi une il carte communique avec lui-même sur un plan
subconscient. Ça peut être, on peut considérer que c'est aussi son âme, hein, je veux dire, qui habite, aussi une explication qui habite son corps, voilà. Et qui choisit la garde. Nous, quand on fait à distance, eh ben, on se connecte à la personne pour pouvoir y arriver, donc à tirer à sa place et on arrive à tomber juste. Donc je veux dire, on est dans une transmission d'énergie, pour reprendre le terme de mon collègue. Oui. D'accord. Et donc, vous consultez tous les jours, vous avez une pratique importante de la voyance et des cartes, oui. La clairaudience, bien sûr, aussi, parce que ça fait partie d'un tout. Hein. Oui, et les formations, oui, c'est assez de façon régulière, puisque je n'aime pas prendre des grands groupes, donc je préfère prendre des petits groupes, donc du coup, j'ai plusieurs petits groupes. Ce sont souvent des femmes? Alors oui, bien sûr, effectivement, j'ai 90% de femmes, 10% d'hommes. Les hommes vont être intéressés par la numérologie plus que par les cartes, mais néanmoins j'ai des hommes qui s'intéressent au tirage de cartes. Alors, la carte c'est une question, on ne peut pas rentrer trop dans la sociologie, mais est-ce que ces hommes, ils ont un profil particulier socialement? Ils sont peut-être plus marginaux, je ne sais pas. Non, parce que moi, j'ai remarqué que pour les femmes, on trouvait les femmes de toutes les classes sociales, toutes les classes, tous les niveaux. Alors chez les hommes, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus limité comme catégorie sociale. C'est vrai que... Même ici d'ailleurs, on voit j'ai à la fois, je dirais que j'ai plus d'hommes avec des responsabilités. J'ai plus d'hommes avec, je dirais, un profil de cadre ou un profil d'homme entrepreneur. Qui n'est pas forcément cadre, mais voilà, c'est un homme qui peut mener une entreprise. Là, vous parlez des clients. Des personnes qui viennent en revanche, formation. Des personnes qui viennent en formation. Aussi, oui, d'accord. Et pour les conférences, c'est un petit peu différent. Enfin bon, on ne va pas rentrer dedans. C'est un sujet un peu compliqué d'ailleurs. Bien que j'ai tendance à poser la question de savoir si vous donnez les mêmes conseils aux hommes et aux femmes. Quand vous avez à dire des choses à une personne, est-ce que vous vous tenez compte du paramètre? C'est un homme, donc il a peut-être d'autres valeurs, d'autres enjeux qu'une femme. Bien, c'est pas du tout votre prise en compte. Non, je pense que je prends en considération la personne et sa fragilité. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a des hommes qui sont fragiles parce qu'ils vivent une situation difficile, et dans ces cas-là, on doit leur parler avec des mots doux, mais on doit leur dire quand même ce qu'on voit, que ce soit difficile ou pas. Donc c'est plutôt la fragilité, je prends en considération la fragilité. Individuelle. Ouais, exactement. Maintenant, il est vrai que les hommes sont des gens souvent beaucoup plus directs que les femmes. J'ai le sentiment que, voilà, ils posent une question sur le sentimental, on leur répond, ils passent tout de suite à autre chose, c'est le professionnel, hop, ils repassent sur autre chose. Tandis qu'une femme aurait peut-être parfois tendance à revenir pour voilà, se conforter, pour être sûr d'avoir bien compris, qu'on réexplique. C'est quelque chose que je remarque. Alors donc, dans la communication, donc, vous pensez que vous pouvez aider les personnes comme ça? Oui. On ne risque pas d'entretenir des illusions ou de se projeter sur un avenir et de rester dans une attente. Il y a quand même j'ai l'impression quand même que quand on enseigne quelque chose, il faudrait signaler les risques, les erreurs à ne pas commettre. J'en parle dès le départ. C'est tellement important pour moi que j'en parle dès le départ. Je leur explique que tirer les cartes, c'est pas un jeu, comme on disait tout à l'heure. Qu'en face de nous, on a des gens qui vont repartir avec ce qu'on leur a dit, et puis peuvent repartir pour un an avec là, parce que s'ils font une consultation. Oui, comment peut-on éviter ça? On prend en considération les autres et on est intègre. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Quand on sait, et quand on a vraiment le ressenti qui nous dit voilà, vous allez déménager, par exemple, pour quelque chose un petit peu matériel, oui, vous allez déménager, oui, ce sera la période de l'été. Et quand on nous pose la question est-ce que je vais déménager parce que je veux quitter mon mari et qu'on voit qu'il n'y a pas le déménagement, il faut dire écoutez, je ne vous sens pas déménager. Non, je pense qu'il faut dire les choses. Alors, si on passe à la numérologie, pour moi c'est très différent. Les cartes de la numérologie, c'est très différent. C'est une autre sensibilité. Là, c'est une sorte de discipline très numérique, avec des chiffres, des années. Des additions. Voilà. Donc là, c'est quand même un peu comme l'astrologie d'ailleurs, peut-être plus facile à gérer, parce que l'astrologie c'est très compliqué, c'est très confus, c'est très foisonnant.
bien que notre ami là soit astrologue. Enfin, moi, j'ai un peu de pitié pour les astrologues parce qu'ils pratiquent une astrologie très très compliquée, qui est censée justement être aussi compliquée que la personne, mais en même temps, quand ils arrivent à faire des prévisions, ils n'ont pas de discours très cohérent. C'est pour ça que la numérologie a marqué beaucoup de points ces dernières années par rapport à l'astrologie. Donc effectivement, là, on a un savoir qui est censé avoir une valeur en soi. On n'est plus censé une question, c'est plus une question d'interprétation. On n'est plus sur une question d'interprétation, sauf qu'on ne se résume pas à un chiffre. Donc on regarde tous les autres chiffres. Et c'est là où on va voir un bon numérologue qui va comprendre l'interaction entre un 2 et un 6, entre un 5 et un 8, entre un 3 et un 5. On va comprendre comment ça s'articule. Un bon numérologue doit prendre du recul aussi sur ces chiffres. Et en prenant ce recul, il va visualiser les chiffres qui ressortent souvent, ceux qui ressortent pas, qui manquent, ce qu'on appelle les chiffres manquants, les chiffres dominants. Et les lettres manquantes. Exactement. C'est ça qui va faire la valeur de la numérologie. La numérologie vient vraiment en complément de la voyance. Par la voyance, on n'est pas forcément bon sur la prédiction, sur quand est-ce que l'événement va arriver. La numérologie peut nous aider à dater. Si tant est que, en principe, tant est que qu'elle soit fiable. En tout cas, elle a des ambitions, elle a une formulation qui laisse entendre qu'elle peut le faire, en tout cas qu'elle donne des réponses précises. Tout à fait. Je suis d'accord. Maintenant, on se demande d'où ça vient, le nom de la personne, parce que pour un astrologue, c'est un peu fantaisique la numérologie. Parce qu'au lieu de regarder les positions des planètes à ce moment-là, on regarde simplement les chiffres de la naissance. Donc ça fait un peu sourire quelque part. Et pourtant, ça a fait ses preuves que ça fonctionne. Alors, avec déjà la date de naissance, on peut déjà avoir des informations très intéressantes sur la personnalité de la personne, pourquoi il y a l'incarnation. On peut aussi regarder rien qu'avec sa date de naissance, et dans quel style elle évolue. Après, on peut aussi travailler avec le nom et le prénom. Il y a une correspondance chiffre-lettre. Et là, on va encore. Mais là, on arrive à une typologie relativement simple, quand même, quelque part. Oui, par rapport à l'astrologie, je suis d'accord. Donc, on arrive quand même, même si on part de quelque chose de complexe, on arrive à une certaine simplicité. La complexité du nom, c'est-à-dire que chacun a un nom différent, mais à part de possibilités de réduction, on arrive à un nombre de types très peu nombreux, un nombre de situations relativement peu nombreuses, peut-être 9, je ne sais pas, mais enfin, peu importe, c'est un langage qui fait tout le monde. Il y a des gens qui ont les mêmes chiffres, visiblement. Moi, j'ai eu déjà des jumeaux en face de moi, et il est vrai que c'est les mêmes chiffres. Parce que je suis voyante, je vois bien que ce pas les mêmes personnalités qui sont en face de moi. Voilà. C'est la différence entre un numérologue et quelqu'un qui va être médium, ou quelqu'un qui va être voyant. Oui. On va réussir en posant les chiffres à dire des choses qu'on ne dit pas à l'autre. J'ai vraiment eu le cas pour des fausses jumelles. Oui. Et je n'ai pas dit la même chose d'entrée de jeu. Et comme elles ne se reconnaissaient pas, elles ne se ressemblaient pas, j'ai mis un temps d'arrêt quand je les ai vues toutes les deux côte à côte. Donc là, la numérologie a ses limites, puisque finalement, elle ne distingue pas deux personnes qui ont les mêmes chiffres. Non. Alors ce qui va faire la différence. Et même les mêmes dates de vie. Ce qui va faire une différence, c'est pour les femmes avec leur nom d'épouse, qui va venir un petit peu changer la donne, parce qu'elles vont être sous l'influence d'un autre nom ou d'un. Même le prénom n'est pas le même. Oui, mais les prénoms sont déjà aussi différents. Oui, donc quand même, toujours dans le nom d'épouse, il y a déjà le prénom qui est. On arrive à pouvoir pointer du doigt des différences. Mais évidemment, il y a beaucoup de ressemblances. Oui, voilà. Et donc, vous croyez réellement que, par exemple, quand on vous dit, au bout de telle année, on change de chiffre, Effectivement, ça va durer tant de temps. Oui, Ce quadrillage de la vie, ça vous paraît une base pertinente? Ça me paraît une base pertinente et je l'utilise depuis une quinzaine d'années. Oui. Et c'est tellement parlant pour moi, c'est tellement élément de réussite qu'aujourd'hui je pense que c'est Parce que par exemple, pour vous ennuyer, par exemple. M'ennuyer. Peu d'espace disponible. Oui. Continuez. Pour vous ennuyer, par exemple, tout dépend de l'ordre des lettres de l'alphabet, par exemple. Il y a des valeurs numériques des lettres. Absolument. Si jamais on a un doute sur les valeurs numériques des lettres, on se dit pourquoi c'est dans cet ordre-là, pourquoi ABCD, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, déjà. Téléphone. Oh, le téléphone. Tenez. On est désolé. Hein, mais...
donc effectivement, c'est vrai que moi j'ai travaillé pas mal sur l'ordre de l'alphabet. On trouve chez les Hébreux, on trouve chez les Grecs, etc. C'est des traditions. Même l'ordre des jours de la semaine. Parce que par exemple, on dit qu'on est tel jour, etc. Mais c'est d'après une tradition. Dans un autre système, on aurait un autre mois. Par exemple, chez les Hébreux, les mois ne sont pas les mêmes, donc les chiffres ne sont pas les mêmes, etc. C'est pas universel ce genre de système. Mais on dépend, comme nous dépendons de notre société organisée sur des traditions du temps. Donc c'est ça, il y a une tradition du temps, il y a une tradition de l'ordre des lettres qui est un petit peu le fondement de la numérologie. Et qui, est-ce qu'il y a eu est-ce que vous êtes au courant des fils de l'ange? Est-ce qu'il y a différentes écoles de numérologie? Oui, différentes écoles. J'ai entendu parler de la numérologie humaniste, par exemple, j'ai interviewé il y a quelques années monsieur Prévost. Moi, j'enseigne et je pratique la numérologie traditionnelle. Je prends en compte quand même le karma, les dettes karmiques. Je dis que c'est une numérologie karmique. Mais oui, il y a plusieurs. Rien que dans, je dirais, la numérologie traditionnelle, il y a déjà ces écoles. Il y a celle qui va considérer qu'on change d'année personnelle le jour de sa naissance et d'autres qui pensent qu'on change d'année personnelle au 1er janvier de chaque année. Donc ça, je le dis à mes stagiaires parce que je leur laisse leur choix.